Bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde qui a été préalablement enregistré, mais passant tout de même pour la première fois sur Radio Courtoisie. Nous sommes à quelques encablures des Jeux Olympiques qui vont pourrir la vie des Parisiens, plus encore que d'habitude, et nous avons pensé à ceux qui auraient à les subir en région parisienne en produisant des contenus originaux durant tout l'été. Nous vous accompagnerons ainsi durant cette épreuve, et pas seulement les épreuves des sportifs, mais aussi de tous les franciliens. Je remercie Virginie pour la réalisation technique de ce libre journal. Je voudrais bien poser, chers auditeurs, vos questions, vos observations, vos remarques exclusivement par courriel électronique, et nous ne manquerons pas de vous répondre avec notre invité du jour. Une émission aujourd'hui au seul format du Grand Angle. Là, vous pouvez me retrouver par ailleurs et durant tout l'été, du lundi au vendredi, en direct à 13h sur GPTV pour notre revue de presse quotidienne, en compagnie de Raphaël Beslu, le directeur de la rédaction du magazine de géopolitique profonde. L'homme était observateur international durant la dernière élection présidentielle russe qui s'est déroulée au printemps 2024 et a vu la réélection triomphale, je suis désolé de le dire, c'est comme ça, dès le premier tour de Vladimir Poutine à la présidence. Observateur international parce qu'expert des opérations de vote, sollicité par une association d'amitié franco-russe sur des critères comme maîtriser la langue russe, connaître un peu la ville de Moscou, les processus, pas de quoi casser quand même 3 pattes à un canard. Et pourtant, les accusations fusent. Il a cautionné un processus électoral, s'est trouvé instrumentalisé à l'insu de son plein gré par le pouvoir dictatorial russe, a parlé à des médias russes, rendez-vous compte, comme Russia Today, RT. Les sanctions tombent très vite. Un véritable procès de Moscou, dira l'intéressé, est organisé en Côte d'Or, à côté de Dijon, par le conseil municipal de Talent, où l'homme est adjoint au maire. Le maire de Talent qui convoque ce conseil municipal. On n'avait jamais vu cela de mémoire des ducs de Bourgogne et du bon Philippe le Bon. L'impétrant est dégradé sur le champ qui n'est pas d'honneur. Il perd toutes ses délégations. Le maire témoigne de sa grande honte. Son parti, il s'appelait encore à l'époque les Républicains, n'est pas moins vindicatif. Il doit rendre des comptes. Ils prétendent vouloir l'exclure. Cet homme, c'est Cyril Gaucher, et il est mon invité dans ce libre journal de géopolitique profonde. Bonjour Cyril. Bonjour cher Nicolas Stocker. Alors, est-ce que vous vous attendiez, honnêtement, en revenant, c'était pas des vacances, hein, on est bien d'accord, vous étiez observateur international parmi vos pairs, et vous avez pu être une sorte de scrutateur, scruter, le scrutin électoral. Finalement, il n'y a pas eu de second tour, donc ça a écourté, j'imagine, un peu le temps de l'expertise. C'est une chose qu'on a oubliée en France, effectivement. On a, nous, quelques peines à élire un président dès le premier tour. Hein. La notion de consensus est un petit peu différente de ce côté-ci de l'Oural, c'est vrai. Et même quand on fait 2 tours, on n'arrive pas à une majorité. C'est juste, on a un président qui est élu effectivement avec moins de 15% du corps électoral. C'est pas tout à fait le cas effectivement en Russie. C'est vrai, il y a la notion là à la fois de plébiscite, d'homme providentiel au sens de la 5e qui existe encore là-bas. Et effectivement, cette notion aussi de démocratie verticale qui fait qu'on va saluer le bilan d'un leader sans peut-être regarder les détails, en allant à l'essentiel. Et même nous, avec un 3e tour, alors on est habitué des 3e tours en France, hein, c'est soit dans la rue, soit des magouilles. Et souvent les deux. Il y a de la rue, évidemment, l'extrême gauche n'est jamais satisfaite de son sort. Et puis, il y a aussi les magouilles de 3e tour, dont on se demande d'ailleurs si on n'en a pas épuisé l'ensemble du vice et des astuces. Parce que même là, c'est compliqué. Je ne suis pas devin, je ne peux pas vous dire de l'heure où je vous parle et la diffusion de cette émission dans quelques semaines, si la France aura ou non un gouvernement en plein cœur de l'été. C'est pas du tout acquis. Vous en êtes, même si vous n'êtes pas observateur international des élections en France, quoiqu'à mon avis, il y a des endroits où il aurait fallu qu'il y en ait des observateurs. Hein. Il y en a eu 3. En Russie, il y en avait environ 700 lors de l'élection à laquelle j'ai participé. En France, lors de la dernière présidentielle, il y en avait exactement 3. Et alors, il se situait où, vous savez ?
Alors je crois qu'ils ont déambulé entre Paris et Lyon, Oui. mais effectivement l'OSCE qui habituellement coiffe ce type d'initiative, je crois, n'a même pas été sollicité. Mais on considère qu'en France, il n'y a pas besoin parce que chacun le sait, c'est une démocratie parfaite. Où il y a pas, le bourrage d'urne, ça n'a jamais existé. Les machines qui votent préférentiellement pour certains hommes politiques, plus d'autres, ça n'a pas existé. La montée en pic des votes par procuration, non pas des votes par procuration, parce que quand même on a mis le holà en France, des votes lorsque vous donnez votre procuration. Si, c'est procuration. Si, par procuration, excusez-moi. Non, c'est le vote par correspondance qui a fait tant parler d'ailleurs aux États-Unis, qui a été limité en France. Et puis le vote des morts également, et puis aussi les instructions données en langues étrangères dans certains quartiers aux habitants en disant tu prends bien la pile de gauche, c'est le bulletin de la pile de gauche qu'il faut ramasser et mettre dans l'enveloppe. Tout ceci n'existe pas, heureusement. Sinon, il aurait fallu peut-être également en France 5, 600, 700 observateurs comme en Russie. Mais nous, c'était pas nécessaire. Mais non, c'était pas nécessaire. Comme on a vu fleurir aussi sur les réseaux sociaux des assesseurs qui se vantaient de ne pas avoir mis le bulletin de vote du candidat Rassemblement National sur la table. Mais personne ne dit rien. C'est de la résistance civique, c'est bien connu. Ah mais voilà, c'est ça. On a assisté à nouveau à cette belle quinzaine de la haine où rien n'a été respecté. Est-ce que par exemple, tenez, moi, le jour même du second tour, où on a quand même vu un drôle de basculement, un petit peu comme les élections régionales de 2015, sur lesquelles il y a eu quelques doutes en France, sur la validité de ces élections, ou la grande bascule. Normalement, on ne double pas son score, c'est une loi d'airain électorale. Là, ils font plus que doubler leur score, alors que l'ensemble des partis politiques étaient aux fraises, et que le RN semblait triompher aux européennes, finalement. Dans le tiercé gagnant, le premier se retrouve dernier et on trouve ça tout à fait normal. On dit oui, mais tout ça c'est naturel et on évacue comme d'habitude d'un revers de la main. Est-ce que quand vous étiez dans les transports en commun, je suppose que vous avez dû les pratiquer en Russie, moi par exemple le jour du vote du second tour, la personne le conducteur du train, à un moment donné, branche son micro et dit il faut faire barrage au Rassemblement National, il faut faire barrage aux fascistes aujourd'hui. Est-ce que ce genre d'incident manifeste, quand vous étiez en mars en Russie, à Moscou, et peut-être Saint-Pétersbourg, vous allez nous dire un peu où vous avez été exactement, est-ce que vous avez relevé ce type d'incident qui était monnaie courante en France lors de nos dernières élections ? Alors non seulement effectivement dans la vie quotidienne des gens, il n'y a pas eu d'excès, il n'y a pas eu de stratégie de communication qu'on a pu constater, mais au-delà de ça, sur les grandes affiches 4x3 notamment qu'on voit le long des grandes artères autoroutières et autres, plusieurs candidats, ceux qui en avaient eu le budget, communiquaient, diffusaient de grandes affiches. Pareil dans les médias audiovisuels, d'ailleurs, pareil sur Internet et les réseaux sociaux, chacun pouvait communiquer de façon, semble-t-il, tout à fait égale. Après, il est vrai, et ça c'est une réalité aussi, que le pouvoir est très vertical. On peut parler de démocratie verticale bien souvent. Je pense que le terme n'est pas excessif. Voilà. Bon, il y en a d'autres, des termes pour qualifier certains régimes comme la Russie, mais si on parle de démocratie verticale, il faut bien noter qu'effectivement sur les grandes chaînes de télé comme Первый канал, Россия 1 et toutes les grandes chaînes de télévision et de radio russes, il y avait effectivement une prédominance du pouvoir en place dans toutes les semaines qui ont précédé l'élection. Mais sur le scrutin en lui-même, effectivement, je me rappelle de cette histoire effectivement de ce chauffeur de métro qui annonçait qu'il fallait faire barrage à l'extrême droite et qu'il diffusait dans tous les haut-parleurs de la rame. C'est évidemment pas concevable en Russie. Et si c'était le cas, là, ça aurait été grotesque et beaucoup trop voyant. Mais il faut dire qu'il n'y a pas besoin de ça en Russie. On pourra en reparler. C'est en amont, en fait, que les gens se font leur opinion. On considère là-bas qu'il n'est pas nécessaire, la dernière minute, de leur tordre le bras, de les influencer, de tenter de les émouvoir de quelque façon que ce soit, parce que les choses se font en amont. C'est une réflexion qui est déjà profonde chez les Russes. On peut considérer que le ressort profond de Poutine, il remonte à 1991, à l'humiliation profonde qu'a connue le peuple soviétique au moment de l'effondrement, à la fin des années Gorbatchev. Mais ça, on y reviendra peut-être. Oui, peut-être. Non, en tout cas, il a failli y avoir un événement lors de ces élections. S'il y avait eu 2 tours d'ailleurs, c'eût été le cas, c'est-à-dire ce terrible attentat à Moscou dans une salle de concert quelques jours après l'élection, qui aurait eu une incidence là probablement sur le vote. Alors, je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas oui.
Oui, alors probablement, et à chaque fois qu'on constate ça, que ce soit le 11 septembre ou ailleurs, d'ailleurs, il y a plutôt je dirais un resserrement de l'opinion publique en faveur du leader fort qui est déjà en place. Regardez, Bush en 2001 était à, je ne sais plus, 30% d'opinion favorable. Et après le 11 septembre, sans complotisme aucun, parce que là, je ne tire pas de leçons et de conclusions sur ça, mais Bush, finalement, a été réélu triomphalement, alors qu'il était en bien mauvaise posture juste avant les sombres événements du 11 septembre. Donc je pense que l'attentat du Crocus City Hall, effectivement, n'aurait pas porté préjudice à Vladimir Poutine, en aucun cas. Hein. Est-ce que je vous avais reçu la semaine qui avait succédé à ces élections et à votre accueil triomphal en France, sur lequel on va revenir. Quelles sont les informations? On avait évoqué cet attentat, je m'en souviens, sur Radio Courtoisie, dans un libre journal de géopolitique profonde, justement. Est-ce qu'il y a, où en sont les informations? Parce que on sait bien, hein, en Occident, une information chasse l'autre, hein, très très rapidement. On passe, c'est aussi la théorie des chocs. On choque, hein, on traumatise, et il en faut beaucoup. À force de taper sur la tête de nos concitoyens, on voit les résultats d'ailleurs parfois. Où en est l'enquête? Vous avez des informations? Parce que nous, en France, on ne nous en parle plus depuis bien longtemps. Non, on n'en parle plus guère en effet. Je pense que l'information n'est plus guère divulguée maintenant, que les sources et que l'origine de cela reste assez floue, qu'il semblerait quand même, contrairement à certaines théories complotistes occidentales, qu'effectivement le régime russe n'ait pas grand-chose à voir avec ça parce qu'il n'avait strictement rien à y gagner, que l'élection de Vladimir Poutine s'est plutôt faite sur l'ordre retrouvé, la fierté retrouvée, la sécurité un peu en opposition avec ce qui se passe en Occident, et finalement voir que Moscou a été ensanglanté et émaillé par un épisode qui ressemble hélas à ce que Paris notamment a pu connaître et d'autres villes, vraiment ça ne servait pas le pouvoir. Après, imaginez les services occidentaux, ça a été beaucoup dit. Je ne vous apprends rien de plus en vous disant qu'effectivement, au gré du temps, il est apparu que vraiment des ressortissants, notamment américains, auraient vraiment eu des informations, auraient vraiment été invités à ne pas sortir dans les lieux publics, que certains ont même été rappelés dans leur pays d'origine par mesure de précaution dans les jours qui ont précédé cela, alors que lors de l'élection présidentielle, aucune consigne ne leur avait été donnée. On aurait pu imaginer que lors du scrutin, justement, il y avait une période un peu sensible. À ce moment-là, les gens sont restés. C'est la semaine qui a suivi qu'on les a effectivement invités à quitter le territoire. Effectivement, il y a une concomitance là de temps qui est étonnante, mais pour le reste, pas d'informations particulières non plus. Il faut dire aussi que s'il y avait une connotation islamique, ne serait-ce que dans le recrutement des personnes qui ont opéré. Si ça vient d'Occident, on ne peut pas dire que la cause en soit véritablement idéologiquement religieuse. Mais si effectivement le recrutement, lui, s'est fait dans ce qu'on appelle un pays en stan, comme on dit en Russie, c'est-à-dire Ouzbékistan, Kirghizistan, etc. Si c'était le cas, alors le Kremlin est extrêmement sourcilleux, extrêmement soucieux d'éviter tout problème avec la communauté musulmane de Russie qui les représente, on va dire, 15 à 20% de la population, plus de 30 millions d'habitants sur l'ensemble du territoire russe, et Vladimir Poutine qui joue à la fois de la proximité, comme il dit, culturelle, patriarcale et même architecturale entre la chrétienté orthodoxe et l'islam, évite vraiment tout ce qui pourrait diviser la société. Donc on peut imaginer aussi que pour éviter ce type de provocation, le régime russe, qui est beaucoup plus modéré qu'on le croit, beaucoup plus œcuménique et beaucoup plus prudent qu'on peut l'imaginer vu d'Occident, évite aussi d'agiter ce genre de chiffon rouge. Surtout si je dis, il y avait à un moment ou à un autre dans cette chaîne-là quelques personnes d'origine musulmane, par exemple. Vous me faites penser, avec votre patriarcal, que en effet l'orthodoxie emploie ce bien vilain mot qui donne des cauchemars, entre autres à Sandrine Rousseau aujourd'hui, et pas seulement à elle. Ce qui vous a été reproché, on va revenir d'ailleurs, je ne sais pas comment le définir, on en reparlera de ce qui vous est arrivé. En tout cas, parmi les choses qui vous ont été, j'ai envie de dire, rationnellement reprochées, c'est de finalement cautionner un processus électoral, mais de refuser de voir qu'au préalable, comme vous l'avez dit, la société russe n'est pas démocratique parce qu'il n'y aurait pas ce sacro-saint pluralisme dont on se demande à quoi il ressemble aujourd'hui chez nous, hein, dans les grands épisodes, crise sanitaire, guerre en Ukraine et d'autres narratifs encore. Il y a une
un unanimisme qui est non pas de façade, mais imposé. Mais ce qu'on vous reproche finalement, c'est d'avoir couvert le fait que certes, le processus électoral était peut-être régulier, légal, mais que par contre, en termes de légitimité démocratique, il y avait une énorme carence parce qu'il n'y avait pas de pluralisme et que, quand on lit nos bons journalistes, ils disent « Oui, mais le maître du Kremlin avait déjà éliminé, voire physiquement, l'ensemble de ses opposants, donc c'est pas compliqué dans ce cas-là de gagner, et c'est cautionner une société illibérale que d'aller vérifier, se prêter finalement à cette palinodie qu'est ce processus électoral. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors d'abord, vous me demandiez tout à l'heure si j'avais été surpris à mon retour en France, effectivement, de ce procès que vous évoquez là, si ça a été un étonnement pour moi. Alors je dirais que pas vraiment. Je m'y attendais pas du tout quand j'ai pris l'avion pour aller à Moscou. Par contre, à mon retour, je savais ce qui m'attendait. En fait, j'ai eu la puce à l'oreille pour tout vous dire. Le scrutin était organisé sur 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Oui. Le Kremlin avait choisi de faire un vote sur 3 jours pour justement maximiser la participation, optimiser vraiment le nombre de personnes qui pourraient se déplacer au bureau de vote. Alors là aussi, si vous voulez faire du bourrage d'urne, si vous voulez déposséder le peuple de la démocratie et de son droit de vote, vous ne faites pas une élection sur 3 jours pour maximiser la participation et les chances pour les gens de pouvoir s'organiser à aller voter. Ouais, franchement. Vous faites ça, vous annoncez une élection au dernier moment, vous faites voter un jour où les gens partent en vacances, à quelques jours de grands événements internationaux, ce qui n'a strictement rien à voir, bien sûr, avec une situation que la France vient de connaître. Par exemple, et ce qui permet effectivement d'avoir de la marge pour faire du bourrage électronique ou papier d'urne et de scrutin. Ça n'a pas été le cas du tout. Donc vraiment, on est fort loin de ça. L'élection était sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Et dès le vendredi soir, je reçois un coup de fil. Alors, je le dis maintenant assez librement. On est ici à Radio Courtoisie, qui est un média autorisé. Alors ça tombe bien parce que c'est en m'exprimant sur un média interdit par l'Union européenne, RT aussi, que vraiment ça a mis le feu aux poudres. Mais là, aujourd'hui, je suis sous couvert de la légalité et de l'ARCOM, donc vraiment, quelle bénédiction pour moi. Le premier soir, donc le vendredi, je reçois un coup de fil du correspondant de France Inter, Radio France, à Moscou, et qui m'interroge immédiatement sur les raisons de ma présence à Moscou. Et là, j'essaye de m'entretenir avec lui, comme je le fais avec vous aujourd'hui, cher Nicolas Stocker, mais avec lui, ça ne prend pas la même tournure. On ne m'offre pas 1h30 pour m'exprimer. On ne m'offre même pas 90 secondes d'ailleurs, parce que les débuts de réponse que je commence à lui livrer ne le satisfont pas et je vois qu'il me coupe la parole, que ça ne l'intéresse pas. Nous sommes au téléphone et je sens bien que ce n'est pas ce qu'il attend. Vous avez l'impression de tomber sur un inquisiteur en quelque sorte, parce que ça ressemble quand même étrangement à une forme de chasse aux sorcières, ce que vous avez subi. Il n'y a aucun dialogue. Ce qu'il veut entendre, c'est soit ma bénédiction totale du régime russe, soit une condamnation véritablement, alors là, binaire, totale et sans appel de tout ce qui se passe à Moscou, à Pétersbourg et ailleurs. On est tout dans la subtilité. On est effectivement dans l'axe du bien, l'axe du mal, qui avait été théorisé par Walker Bush il y a quelques années et que les Occidentaux, même de gauche, en réalité, mettent en application là, de façon fidèle. On me demande vraiment, alors, t'es du côté des gentils ou des méchants? Et moi qui essaye d'exprimer les choses de façon historique, de les mettre dans leur contexte, vous imaginez bien que bizarrement, notre service public, qui pourtant se veut être un modèle de culture, de réflexion, d'intelligence, mais oui, comme on dit, d'éducation populaire, eh bien là, pour le coup, finalement, l'éducation populaire se limitera à quelques échanges très brefs et à un correspondant de Radio France qui met un terme à la conversation et qui se dépêche donc de publier un document en ligne dans lequel il dénonce en fait ma présence. Voilà. Donc je comprends très très vite, parce que dans les heures qui suivent, le maire de ma commune, alors qui comme moi est LR, mais LR tendance horizon. C'est-à-dire donc Macron compatible. Macron compatible, voilà. Brave homme que voilà. Et encore plus soucieux, effectivement, de plaire à l'Élysée et donc d'entrer dans cette espèce de condamnation et cette surenchère anti-russe qui a été mise en place par le président, d'ailleurs, finalement contre l'OTAN elle-même, parce que vraiment la France, là, s'est trouvée un peu cavalier seul à être figure de proue d'une espèce d'opposition totalement idéologique à ce qui pouvait se passer à Moscou, alors même que, on y reviendra aussi tout à l'heure,
les Américains et d'autres puissances européennes sont beaucoup plus circonstanciés, ne serait-ce qu'au nom du pragmatisme. Mais vous étiez un allié tout de même de ce maire Horizon ou Macron compatible. Ça, quand même, c'est pour ça que je me dis, ça a dû quand même être une surprise, ce qui vous est arrivé. J'étais d'autant plus un allié que pour rester dans notre discussion sur la démocratie pure et parfaite occidentale, le maire qui avait été donc élu dans le contexte du Covid n'était pas en réalité celui qui était tête de liste. Il y avait une tête de liste lors des élections municipales et finalement ce maire a été élu par pas dire un coup d'État, mais un coup de conseil municipal, un coup de municipalité. Comme le conseil municipal n'avait pas pu se réunir juste après l'élection municipale, le maire n'avait pas été désigné. Et donc finalement, après des négociations diverses et variées et des petits échanges entre amis, il avait pu devenir maire de la commune au mépris finalement du suffrage universel. Et j'avais accepté, poussé par mes amis, comme on dit, et après de longues réflexions et également encouragé par mon parti, à lui apporter un soutien finalement et à prendre moins un risque pour cet homme qui n'était pas vraiment légitime. Le jour où il a eu, non pas un risque, mais simplement un mot à dire pour ma défense, ce jour-là, il m'a totalement abandonné en pleine nature. Enfin, tout ça, en tout cas, pour répondre à votre première question, Nicolas, ça a été une surprise initialement parce que j'allais à Moscou vraiment en toute sérénité. Par contre, après cet échange avec France Inter, j'ai compris effectivement rapidement qu'il se passerait quelque chose. Et puis, c'est le dimanche soir, à la fin des élections, que j'ai appris par une amie qui m'a téléphoné quand j'étais à Moscou, que donc j'étais démis de mes fonctions et de l'ensemble de mes délégations. C'est-à-dire, je ne peux plus signer de permis de construire, je ne peux plus signer quoi que ce soit. Je ne suis plus adjoint délégué ni à l'urbanisme, ni aux travaux, ni au développement, ni au numérique, ni à rien au sein de ma commune, parce qu'effectivement, on a jugé que ce qui s'était passé à plus de 2500 km de Dijon allait impacter directement la vie de la municipalité. Oui, on est dans une sorte, quand on est en Occident, on parle de maccarthisme. Si on était de l'autre côté, mais finalement, n'y a-t-il pas eu inversion des pôles, on parlerait de procès stalinien avec la tentative de tuer socialement l'adversaire. J'en reviens quand même à une surprise et à ce que j'ai voulu vous dire en disant, mais vous étiez l'allié quand même de ce maire centriste. C'est que, et là, j'arrive pas à comprendre, en pleine guerre froide, lorsque la tension, même à certains moments, était extrême entre les blocs. Et puis il y avait des blocs. On pouvait aller à Moscou sans problème, comme d'ailleurs les autorités russes pouvaient se balader en France et dans le monde dit libre, en Europe de l'Ouest, voire même aux États-Unis, sans rencontrer de difficultés particulières. On sait aujourd'hui qu'il y a tout un tas de personnes qui sont sur des listes qui n'ont pas autorisation pour venir sur le territoire français. Mais regardez par exemple Georges Marchais. Allez Liliane, fais les valises. Il faisait les valises, il allait à Moscou. Personne n'allait reprocher à Georges Marchais. Alors est-ce que c'est parce qu'il était membre du Parti communiste et que les choses étaient claires ? Et est-ce que vous, finalement, vous avez reçu ce traitement de faveur parce que vous étiez a priori identifié comme étant du bon côté, vous savez, de ce fameux cordon sanitaire, parce que, d'ailleurs, il en dit long, ce mot cordon sanitaire, c'est un côté viral. C'est ceux qui sont du mauvais côté sont considérés comme des virus. Voilà un peu le genre de discours. On se rappelle très bien ce qui, dans les années 30, ce à quoi ça a abouti, ce discours où on réduit finalement l'ennemi politique à une sorte de virus qu'il faut éradiquer par tous les moyens. Et c'est exactement ce qu'ils font actuellement en Occident. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi du fait de votre positionnement qu'ils vous sont tombés dessus à bras raccourcis? Parce que regardez le général de Lavarde, qui était un des experts aussi internationaux. Le général qui ? Le général de Lavarde. Bon, personne n'est allé lui faire le moindre reproche. Vous, par contre, LR, est-ce que c'est pas ça, finalement, qui vous a été le plus reproché? D'être, a priori, dans le camp du bien et d'être une sorte de traître? Le mauvais moment, mauvais endroit, comme on dit parfois. Alors un mot sur le contexte historique d'abord que vous évoquez, un mot d'histoire dijonnaise. Il y a eu un maire très célèbre à Dijon pendant longtemps qui était le chanoine Kir, qui a donné son nom d'ailleurs au fameux apéritif parce qu'il avait l'habitude notamment d'en servir à la fin des conseils municipaux. Et Kir avait, au milieu des années 60, choisi de recevoir Khrouchtchev, le leader soviétique, qui était de passage en France.
Et était prévue donc la venue, alors Kirk était plutôt conservateur, c'était évidemment un ecclésiastique, et qui était évidemment, alors pas gaulliste du tout, mais enfin loin d'être communiste et de gauche à l'époque, vous l'imaginez. Et Kirk donc avait choisi de recevoir un peu aussi par vanité internationalisante, évidemment, le fait quand même que ça le hisse à un certain niveau, recevoir le leader de la première, deuxième puissance mondiale. Et Kirk avait prévu de recevoir Khrouchtchev, et jamais il ne s'est excusé de le faire. Alors il avait été exfiltré de Dijon par ses conseillers eux-mêmes. Alors ça avait été très très loin, l'archevêché était intervenu puisqu'il était ecclésiastique, son conseil municipal était intervenu, c'était allé très très loin, et il avait été exfiltré en Haute-Marne, département voisin de la Côte d'Or. Il avait été exfiltré dans une Citroën DS, je crois, qu'il avait emmené loin dans la campagne pour le mettre au vert quelques heures, le temps que Khrouchtchev aille dans Dijon, soit reçu quand même à Dijon, mais de manière un peu moins officielle. Alors, il lui a tout de même fait servir un verre du fameux apéritif du même nom. J'imagine que Khrouchtchev a apprécié. On connaissait le penchant pour la dive bouteille du premier secrétaire du Parti communiste. Il faut toujours, de toute façon, faire honneur aux spécialités locales quand on se déplace quelque part. Hein, ça, c'est le cas de tous les bons politiques. Et donc, Kirk, en tout cas, ne s'est jamais excusé d'avoir voulu recevoir Khrouchtchev et d'avoir servi un apéritif en son honneur. J'ai dit, vous n'êtes pas excusé non plus. Alors, ça, non. Ça, c'est certain. Mais en tout cas, Kirk n'a pas été pour autant destitué politiquement. Il a pu conserver son mandat de maire de Dijon. Par ailleurs, il a continué d'être parlementaire. Il était d'ailleurs le doyen de l'Assemblée nationale. Voilà. Bon. Pendant assez longtemps. Bon. Alors, c'est la première chose sur le contexte historique d'abord. Deuxièmement, effectivement, à l'époque, vous parliez de Marchais et même un petit peu avant. Maurice Thorez. Oui, Thorez. Alors, qu'est-ce qui se passait? Il y avait tout de même plusieurs blocs. En France, contrairement à ce qu'on peut croire aujourd'hui, où on a l'impression qu'avec nos réseaux sociaux et autres, il y a une liberté exacerbée, à l'époque, il y avait plusieurs camps qui se neutralisaient l'un l'autre et ça s'appelait le débat. Et d'une certaine manière, c'est la démocratie. Oui. Et ce vieux clivage ringard gauche-droite, qui finalement n'était pas inutile au débat. Le monde était construit un peu de la même manière. Deux blocs, bloc occidental, bloc, disons, soviétique, se compensaient, s'annulaient, se neutralisaient, et il y avait deux choix de société. À l'époque, il était difficile, effectivement, d'abattre l'un des deux camps, parce qu'immédiatement, l'autre réagissait. Il y avait cette notion de partage. Aujourd'hui, malheureusement, ce bilatéralisme est terminé, une espèce de multilatéralisme, mais qui ne veut pas s'avouer, puisqu'en Occident, on n'admet plus qu'une seule doxa, qu'un seul pouvoir, qu'une seule façon de penser. C'est très compliqué pour les médias, et vous le savez, vous en savez quelque chose ici à Radio Courtoisie, c'est compliqué pour les médias d'avoir de la liberté, c'est compliqué en politique. Alors certainement, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment, mais en réalité, quelle que fût ma place au sein de l'échiquier politique, j'aurais connu le même destin. Et on en parlera peut-être tout à l'heure si on envisage l'avenir, mais qu'on soit républicain, qu'on soit au PS, qu'on soit écolo, qu'on soit directement au service d'Emmanuel Macron, ou qu'on soit même d'une certaine manière, au Rassemblement national, il y a globalement une allégeance à l'OTAN, globalement une allégeance à la doxa et à la pensée unique occidentale, et aujourd'hui une position, pas pro-russe, mais une position d'ouverture, de dialogue Est-Ouest, pose un véritable problème, quel que soit l'endroit où on se trouve, parce que toutes les formations politiques, quelles qu'elles soient, ont fait allégeance finalement à cette pensée unique, pro-occidentale, et qui finalement n'admet pas qu'on pense autrement. Si vous voulez accéder au pouvoir, vous êtes obligé de faire cette allégeance, vous n'avez pas le choix. À moins peut-être que justement, il y ait une nouvelle ouverture, un nouvel axe quand même. Parce que quand on regarde la population française, quand on sonde un peu les cœurs et les reins et qu'on discute avec les personnes, notamment moi à la lumière de ce qui m'est arrivé, j'ai la sensation, je peux me tromper, il y a des miroirs déformants, mais que 30, 40, 50% des gens ont l'intuition, effectivement, qu'il y a un problème dans notre civilisation, qu'il y a un problème dans notre société occidentale qui est en train de s'abandonner, et que peut-être, sans être un modèle, la Russie est un exemple, un contre-exemple, est une autre société, une société chrétienne, européenne. Donc c'est intéressant parce que ce n'est pas un modèle excessivement exotique, c'est à la porte de Paris. Certains Russes peuvent venir en voiture en France, on peut le faire, ça met 1 journée et demie. C'est quand même pas une autre planète, il n'y a pas d'océan à traverser pour aller en Russie. Et puis il n'y a plus de frontières en Europe. Alors comme il n'y a plus de frontières, voilà. Une fois que vous êtes dans les pays baltes, vous êtes arrivé. Et puis en avion, c'est 3h30 de vol, s'il n'y avait pas les sanctions qui nous obligent à transiter par Istanbul ou Yerevan. Donc aujourd'hui, c'est un pays qui est proche et c'est un autre exemple de civilisation, un autre modèle de société. Et de plus en plus, ça ébranle une partie de la population qui a quand même l'impression que quand on met un bulletin de vote en France,
quelle que soit la formation politique qu'on va plébisciter, de toute façon, on ne sera pas entendu sur ce plan-là, parce qu'effectivement, tous les partis, de peur de choquer, de peur de contrevenir à cette pensée unique, tous se sont conformés aux mêmes standards. Alors, vous n'avez pas répondu habilement, parce que c'est peut-être le seul élément qui peut en effet interroger, c'est lorsque je vous ai posé la question du fait que vous couvriez, en tout cas c'est ce qu'on vous a accusé, finalement l'absence complète de pluralisme et de démocratie, et de vous prêter à ce qui n'est selon eux qu'une mascarade, c'est-à-dire certes un vote légal, mais où il n'y a plus besoin de tricher, puisque de toute façon il n'y a plus d'adversaire politique véritable. Qu'est-ce que vous leur répondez à ça? Est-ce qu'il y a encore un pluralisme aujourd'hui en Russie, ou est-ce que c'est vrai que Poutine a éliminé l'ensemble de ses adversaires politiques? Alors d'abord, j'ai pas botté en touche, non, pas sur Radio Courtoisie, on a dit qu'on avait 1h30, donc on se parlait très librement, et comme je sais que vous allez me laisser le temps de placer les choses dans leur contexte, oui, alors je vais vous répondre, non, mais je sais, Cyril Gauchet aussi, vous êtes un homme de radio et de médias, donc j'apprends à vous connaître. Et à vous méfier éventuellement des subterfuges. Non, c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire, c'est de très bonne guerre. C'est à moi de montrer que je suis tenace. Mais votre ténacité va être récompensée, je vais tout vous dire sur ce que je pense de ça. L'Occident et les médias effectivement mainstream en France et en Europe de l'Ouest ont vraiment mis en exergue quelques rares opposants, et notamment évidemment un opposant très connu, qui effectivement a été l'objet de toutes les attentions des médias occidentaux, Navalny, Alexis Navalny, dont je peux vous dire quelques mots quand même. Allez-y. Navalny, effectivement, a été érigé comme une sorte de héros moderne de l'opposition, de la liberté et de la démocratie. Alors, sans tomber là dans des propos extrêmes, il se trouve que j'avais une amie à Moscou qui était originaire d'une ville qui s'appelle Kirov, qui se trouve environ à 1000 km au nord-est de Moscou. C'est le tout début de la Sibérie occidentale, pourrait-on dire. Une ville de 400 000 habitants, 400 000 habitants tout de même. Et Navalny est originaire de cette ville, il y a passé beaucoup de temps. Et à l'époque, elle, je vous dis ce qu'elle me dit, alors encore une fois, hein, je relate des propos, je ne m'engage pas directement dessus, mais ça n'est pas la seule à m'avoir dit cela, et c'est intéressant parce qu'elle en était originaire, et que ce ne sont pas des propos rapportés, là, hein, c'est vraiment elle qui me l'a dit sincèrement. Kirov avait, me disait-elle, l'habitude de parader notamment avec des membres de sa famille, et principalement son frère, dans les rues de Kirov. Ils étaient connus pour être une mafia locale, pour notamment utiliser des armes, et même impressionner parfois la population. Je parle pendant les années de plomb, les années 90-2000, les années Yeltsin, les années avant que Vladimir Poutine ne rétablisse un certain ordre dans le territoire. Et pendant ces années donc assez confuses, Navalny a fait partie de ces gens qui ont fait régner, sinon la terreur, du moins un système un peu mafieux, local, donc dans la région de Kirov. Et son frère était, je crois, ce qu'on pourrait dire en France, receveur des postes, quelque chose comme ça, hein, en équivalent russe. Hein. Et il y a eu notamment une affaire judiciaire contre Yves Rocher, française. Et Navalny avait attaqué ensuite Yves Rocher devant la justice française pour propos diffamatoires, etc., etc. Et finalement, il a été débouté de l'ensemble de ses demandes. La justice française elle-même, finalement, a rejeté les demandes de Navalny à l'époque. Navalny n'a pas été cautionné par la justice française contre Yves Rocher. Il s'en prenait en fait avec son frère à tout ce qui pouvait leur apporter quelque chose, y compris des sociétés occidentales. Les rançonnait, c'était une sorte de chantage. Oui, c'était une sorte de rançon, effectivement. Alors, c'était comme il gérait un système de colis et qu'Yves Rocher fonctionnait essentiellement par correspondance, c'était un racket qui était exercé sur les sociétés. Et il se trouve qu'à l'époque, Yves Rocher, qui ne connaissait pas forcément les usages de M. Navalny et certains usages qui étaient un petit peu plus communément utilisés en Russie à l'époque, au-delà de Navalny. Hein. Oui. Yves Rocher avait réagi là de manière beaucoup plus légaliste que certaines autres sociétés qui acceptaient ce genre de chantage, et Yves Rocher avait réagi. Finalement, Yves Rocher a bien fait quand même, parce que ça nous permet de mettre en lumière le comportement de Navalny à l'époque. Quoi qu'il en soit, voilà, il a été utilisé, semble-t-il, après par les États-Unis pour servir d'opposant. On a pris un au hasard. Et donc, on a voulu l'ériger en opposant du système de Vladimir Poutine. Peut-être pas totalement au hasard, c'est peut-être parce que justement, il avait des casseroles auparavant et qu'on ne le tenait que mieux. Alors on aime bien effectivement choisir des gens qui ont un point de vulnérabilité, comme on dit. C'était le cas à l'époque soviétique déjà, où effectivement quand une personne avait un point, c'était connu d'ailleurs, même les secrétaires généraux de grands pays
ou occidentaux ou amis de l'URSS devaient souvent avoir une grosse casserole quelque part et le Kremlin ne choisissait pas de personnes sans aspérité parce qu'il fallait à un moment donné pouvoir en faire quelque chose. C'est sans aller trop loin, mais un peu le cas de Navalny qui effectivement donc procédait de cette petite mafia locale à Kirov, qui était un homme qui était vraiment, certainement qui avait ses qualités, mais qui également vraiment avait de grosses casseroles, avait beaucoup, semble-t-il, à se reprocher. Ce qu'on appelait communément en France une petite frappe. Une petite frappe, quelque chose comme ça, et c'était une sorte de mafia un peu familiale, locale, voilà. Bon. Et Navalny donc a été érigé comme un héros de la démocratie, de la liberté face à Vladimir Poutine, mais tout ceci effectivement a été totalement usurpé, totalement surfait, et on en a fait vraiment, on a voulu en faire un héros. Bon, réalité. Et puis il y a peut-être un autre point, mais je vous laisserai continuer sur Navalny, c'est que finalement ce courant qu'il représente, parce que quel que soit le personnage, après, vous pouvez avoir une véritable représentativité électorale. Or, moi ce que j'ai cru comprendre, c'est que lorsqu'il se présentait à des élections, il faisait des scores qui n'étaient pas totalement ridicules, on est bien d'accord, mais qui restaient quand même très fortement minoritaires. Que ce soit au plan national, mais la Russie est un grand pays, mais aussi sur certains plans locaux, effectivement, il n'a jamais réussi à percer, c'est évident. Et là aussi, on peut évaluer la capacité de nuisance de quelqu'un à ses résultats électoraux. Tant que vous faites 2%, vous ne dérangez pas le pouvoir. Si vous êtes effectivement sur les marges du pouvoir ou presque, vous dépassez les 10-15 points, là vous commencez à préoccuper. Ça n'a pas été le cas de Navalny sur le plan national. Alors ça c'est bon, un premier point quand même sur l'absence prétendue d'opposants en Russie. Oui. Les Occidentaux ont eu effectivement une propension un peu rapide à se trouver des héros, des grands résistants et à ne pas comprendre comment ils pouvaient être passés sous silence. Encore une fois, Navalny n'est connu qu'en Occident. Voilà. Il est connu des gens de Kirov, il est connu de certains spécialistes de politique russe, mais c'est tout. Les lecteurs moyens, lui, ne le connaissaient pas. Ne le connaissez même pas. Vous qui allez de temps en temps en Russie, qui avez fait cette expertise, vous connaissez, vous avez pu interroger les gens et vous avez rendu compte éventuellement que nombreux ils étaient à ne même pas savoir qui était Alexeï Navalny. Ce qui amusait les Russes, en fait, c'est que si je parlais à Moscou à certaines personnes, un peu certains érudits qui parlent plusieurs langues et qui aiment s'intéresser aux médias occidentaux, ce qui les amusait beaucoup et les étonnait, et c'était un peu le cœur de nos discussions, c'est qu'ils me disaient c'est fantastique, ces héros russes dont je n'entends parler que quand je regarde les médias occidentaux, que les Russes ne connaissent pas, que la littérature russe ne connaît pas, que la presse, que les médias ne connaissent pas, qu'on n'a jamais vu d'ailleurs mener quelque action politique que ce soit, mais qui au niveau occidental semble occuper tout le terrain, dont on parle dans vos débats sur vos plateaux parisiens et londoniens, alors que vu de Pétersbourg ou vu de Moscou, il n'existe pas. C'est cette espèce de miroir aux alouettes occidental. Alors ça, c'est le premier aspect. On a pris comme cas Navalny de vrais faux opposants portés au nu par les Occidentaux. Mais est-ce qu'il avait de véritables opposants, alors, toujours bien en vie politiquement, Poutine, lors de ces élections ? Il y a deux partis majeurs en Russie d'opposition, donc le parti de Vladimir Poutine étant Yedinaya Rossiya, la Russie unie. Il y a deux partis d'opposition majeurs qui restent le Parti communiste et qui sont les nationalistes anciennement pilotés par Zhirinovsky. Voilà. Les néolibéraux, les ultralibéraux à la Navalny, en fait, c'est pas une véritable opposition. Ça n'en est pas une pour une raison qui va vous surprendre, mais qui va surprendre vos auditeurs, pas vous, qui êtes un fin spécialiste de l'Europe de l'Est et du monde entier, mais qui par contre va étonner certains de vos auditeurs peut-être, c'est que vu de Russie, Vladimir Poutine est plutôt un centriste, plutôt un modéré et d'une certaine manière plutôt un libéral. Dans les années 2000, je le dis, Vladimir Poutine est un homme qui a tendu la main à l'Occident, qui a même tendu partiellement la main à l'OTAN en 2002, 2003. Et Vladimir Poutine, au regard à la fois de la population russe, est un homme de dialogue, un homme du centre, et au regard de son opposition, est parfois trop timoré, trop modéré, trop lent à intervenir en Ukraine, par exemple. Les deux oppositions de Vladimir Poutine sont beaucoup plus radicales, que ce soit les communistes, qui nécessairement appellent un peu au retour d'une certaine logique d'hégémonie et de puissance et de domination soviétique, et que ce soit les nationalistes, pour des raisons patriotiques que vous imaginez aisément. Donc dans les deux cas, effectivement, il n'y a pas une place énorme
pour des grands libéraux mondialistes en Russie, parce que Vladimir Poutine n'est pas l'homme du repli sur soi du tout, contrairement aux mensonges qu'on essaye de diffuser en Occident. C'est un petit peu comme si en France, on disait est-ce qu'il y a de la place pour un parti mondialiste. Oh, vous savez, je crois que Macron occupe plutôt bien le terrain du parti mondialiste. Il n'y a pas besoin d'en mettre un deuxième. Eh bien, en Russie, Vladimir Poutine n'est pas enfermé dans une hostilité à l'égard du monde. Il y a une partie de l'Occident qui l'a choisi comme bouc émissaire, qui l'a choisi comme ennemi et comme axe du mal, mais c'est uniquement dans l'esprit des Occidentaux. D'une part, les 2/3 du monde, à peu près, si on parle en termes démographiques, sont plutôt du côté de la Russie, que ce soit par le prisme des BRICS, dont on parlera peut-être tout à l'heure, et de ce qu'on appelle le Sud global, qui finalement intègre l'essentiel de l'Afrique, une grande partie de l'Amérique du Sud, une grande partie de l'Asie, qui effectivement sont des pays qui aujourd'hui travaillent, collaborent avec la Russie sans idéologie, sans a priori, où domine à la fois le pragmatisme et l'idée du multilatéralisme, c'est-à-dire que tous les pays peuvent échanger les uns avec les autres, nonobstant leur culture, leur langue, leur couleur de peau, leur religion, parce que ce qui compte, c'est de construire un monde aussi d'échange, pour eux, réellement. Mais effectivement, ça vient simplement heurter l'hégémon occidental et américain, c'est tout. Alors pour revenir sur ce que vous disiez, parce qu'on a pris l'exemple de Navalny, pour dire qu'il fallait quand même être prudent quand on met en avant des figures, des épouvantails de l'opposition russe en Occident et qu'on a l'impression que ces oppositions ont été muselées sans se demander si elles existaient véritablement. Maintenant, si vous me l'autorisez, rapidement, je vais essayer d'être court, revenons quand même en quelques mots sur l'histoire de la Russie, parce que c'est vraiment essentiel. Alors si vous voulez, mais après j'aurais encore des questions à vous poser de sociologie électorale sur... donc je prends date sur cette élection et sur l'actualité politique russe, mais je vous en prie, s'il y a besoin en effet d'une profondeur de champ historique, la Radio Courtoisie est aussi une radio culturelle, donc bien évidemment. Et je vous répondrai sans détour, d'autant que le schéma que je vais faire est tout à fait simpliste, je le reconnais, je m'en excuse par avance, hein. Mais si vous discutez, que ce soit avec un homme d'une soixantaine, sentiment, la sensation est la même. Alors, pardonnez encore une fois mon côté un peu schématique, mais je vais le résumer en quelques mots pour les Russes, dans leur histoire. Hein. Lénine-Staline, c'est une époque où il a fallu construire un empire, il a fallu le construire au forceps, où c'est une époque où effectivement les droits de l'homme n'existaient pas, où la vie humaine avait peu de valeur, parce qu'il a fallu construire un gigantesque empire, peu importe quel qu'en soit le prix. Quoi qu'il en coûte, c'est ce que j'allais dire. C'était le quoi qu'il en coûte, même au plan humain, puisqu'effectivement des villes entières ont été érigées au-delà du cercle polaire, où véritablement des moyens gigantesques ont été mis là, peu importe ce qu'il en coûte. La période de Staline a marqué toutes les familles, parce que presque toutes les familles en Russie ont une personne disparue, déportée. Il y a encore quelques associations qui existent en Russie, notamment à Moscou, d'anciennes victimes de déportation de l'époque de Staline. Donc c'est une période à la fois de grandeur. Il y a évidemment la victoire de la grande guerre patriotique, la guerre 39-45, c'est l'Union soviétique, évidemment, au prix de dizaines de millions de morts qu'il a fait gagner, mais en même temps, effectivement, il y a eu ce prix, ce coût humain gigantesque, et là, cette peur qui était généralisée. Ça, donc, c'est dans l'esprit des soviétiques, l'esprit des Russes aujourd'hui, Lénine, Staline, mais surtout Staline, l'image de l'homme très fort, qui a construit un système qui leur a permis d'exister en tant qu'État, mais qui également n'a eu aucun regard sur la vie humaine, aucune forme de compassion, aucune forme de considération pour la vie en tant que telle, et qui a vraiment laissé des plaies encore ouvertes aujourd'hui dans la plupart des familles. Ensuite, Khrouchtchev est arrivé. Donc, alors Khrouchtchev, lui, certains disent, je schématise encore une fois, pardonnez la caricature, hein, mais vraiment dans l'esprit du vulgaire, et dans l'esprit du russe, de la rue, du métro. Khrouchtchev, c'est l'homme, le vrai communiste. C'est celui qui a dit, ok, on a construit un régime, ça y est, on a les structures, on a une puissance première, deuxième puissance mondiale, on a réussi ça, c'est fait. De l'ancien régime de l'empire archaïque et rural, on a construit une puissance industrielle, militaire, nucléaire, c'est fait. Bah. Khrouchtchev, lui donc, revient aux fondamentaux du communisme et loge les gens, notamment. Il va s'intéresser à la vie quotidienne des gens, vont être construits ce qu'on appelle globalement les Khrouchtchevka, les immenses logements sociaux sur des kilomètres et des kilomètres qui logent aujourd'hui encore une part très importante de la population russe. Ça ressemble architecturalement aux cités HLM les plus moches qu'on a érigées en France dans les années 60, sauf que ça occupe une immense partie du territoire, y compris dans des petits villages où vous avez plus d'HLM que de maisons individuelles, parce que ça a été un plan gigantesque de logement. Et ça, les Russes ne peuvent que créditer Khrouchtchev,
Gorbatchev parce qu'il a vraiment permis de loger dans un confort meilleur, avec du chauffage central, avec tout ça, la population. Donc vraiment, Khrouchtchev, ça a été la phase de la construction un peu d'un communisme du quotidien. Ensuite, Brejnev. Brejnev, c'est très étonnant. Alors encore une fois, pardonnez la caricature, et il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui vont voir leurs cheveux se raidir sur la tête parce qu'ils ont bien des nuances à apporter à ce que je vais dire, et il y en a des nuances. Mais en gros, Brejnev a été l'époque où ils ont vraiment cueilli les fruits de tout ce qui a été fait. On est dans les années, fin des années 60, C'était des années où véritablement le peuple russe se sentait à égalité avec notamment les États-Unis. Il y avait une différence majeure dans le niveau de vie qui était la voiture. L'Américain moyen avait une voiture par personne ou presque, le Soviétique, non. Il fallait attendre 15 ans pour avoir sa Lada, c'est tout. Mais pour le reste, logement, avec frigo, télévision en couleur avec 4 chaînes, 5 chaînes, etc. Les Soviétiques avaient dans cette époque-là l'impression véritablement d'avoir un confort de vie et de cueillir les fruits des souffrances du passé. Ils se sont laissés aller aux délices de la société de consommation, Oui, comme en Occident. En bénéficiant par contre effectivement du système soviétique, avec ses limites mais aussi ses avantages. Par exemple, un ami me disait en plaisantant, j'étais petite à l'époque de Brejnev, on avait le choix entre glace à la fraise ou éventuellement glace à la fraise. Mais la fraise était gratuite. C'était quand même l'avantage. Voilà. Beaucoup de moscovites ou de pétersbourgeois vous disent qu'à l'époque, c'était théâtre le lundi, opéra le mardi, spectacle de ballet le mercredi, le tout quasiment gratuitement. Et en payant, en y allant en tramway ou en métro, quasiment gratuit. Et tous ces gens qui ont connu cette époque sont toujours là et bien actifs et votants aujourd'hui. Et ça explique certainement l'aigreur qu'ils ont eue avec l'époque de Yeltsin et qu'ils donnent compte à Poutine d'avoir essayé de rétablir cette époque dorée. C'est ça que vous nous expliquez. On y arrive effectivement très progressivement parce que les gens ont gardé, vous avez raison, de ces années 70, notamment de ces années Brejnev. Ils sont pas morts. J'entendais encore sur une radio nationale française hier, qui n'est pas Radio Courtoisie, je vous écoute principalement, mais il m'arrive parfois de m'accorder quelques libertés sur mon tuner et d'aller. Nous, on vous accorde écouter. Aucune liberté, donc voilà, on ne cite que Radio Courtoisie sur Radio Courtoisie, radio associative. N'oubliez pas d'aider votre radio d'ailleurs. Ça me donne envie de passer peut-être, pourquoi pas. Je vous coupe dans votre élan, c'est sciemment que je le fais. Le petit Bobino. Compagnie de Cyril Gaucher, cet homme à qui on a fait un procès en sorcellerie, et si on avait pu le brûler en place publique, je pense qu'on l'aurait fait. Bon, on est dans d'autres mœurs aujourd'hui, on tue socialement, on cherche en tout cas à tuer socialement les adversaires politiques, qui ne sont d'ailleurs pas des adversaires quand on veut les tuer, mais on les considère comme des ennemis. Et donc Cyril Gaucher était en train de nous expliquer finalement comment un rappel historique avait été vécu avec les yeux presque d'un moscovite. C'est passionnant d'ailleurs ce qu'il explique, parce que ça explique beaucoup de choses. Avait vécu cette évolution depuis 1917 jusqu'à nos jours. Voilà, donc je vous laisse continuer ce récit très intéressant, Cyril, si vous le voulez bien. Bien naturellement, avec grand plaisir. Merci encore de cette invitation et de cet accueil. On disait donc tout à l'heure effectivement que sur une radio nationale, encore hier, Brejnev était utilisé un peu comme un contre-exemple, comme un exemple d'antidémocratie, etc. Il était cité, je ne sais plus, en faisant allusion au débat politique français aujourd'hui, je ne sais plus pourquoi, comme si vraiment Brejnev était le contre-exemple d'une société qui fonctionne. En réalité, pour les Russes d'aujourd'hui, ce sont un peu les jours heureux. Et encore une fois, pardonnez la provocation, mais c'est un peu cela. Parce qu'on se souvient, vous savez, de Brejnev en haut quand avec les parades où ils étaient, quand il était malade sur la fin de sa vie. Et c'est ça dont on garde la mémoire, parce que l'Occident est, c'est vrai, très oublieux. D'ailleurs, on le voit bien avec notre électorat, qui oublie très très vite. Peut-être que les Russes ont la mémoire un peu plus longue. Et ça, c'est peut-être pas inintéressant d'avoir la mémoire un peu longue pour éviter de se faire trop manipuler. C'est vrai que dans les dernières années, effectivement, il avait fini par son corps avait un peu gonflé du fait des traitements. Enfin, Georges Pompidou avait connu ça un petit peu aussi. Et Brejnev avait même une diction, une élocution qui devenait difficile. Et bon, je ne devrais pas le dire comme ça, mais les Russes se bidonnaient devant leur téléviseur en le voyant les dernières années s'exprimer un peu comme ça, avec une voix qui devenait presque à la limite du compréhensible, effectivement. Il est vrai que les Russes ont toujours eu une liberté. On n'est pas dans des peuples d'Extrême-Orient où il y a une logique beaucoup plus avec des œillères, si vous voulez. Les Russes se sont toujours accordé une grande liberté, un grand sens critique. Mais ça, justement, on y arrive. Et c'est la période suivante, et c'est celle donc de Gorbatchev. J'ai dit quand même que j'allais faire assez vite. Et là, Gorbatchev, ça a été le choc. Vous savez qu'il y a eu juste après Brejnev donc deux dirigeants qui sont restés,
quelques mois seulement au pouvoir, puisque les deux se sont éteints très très vite. Certains d'ailleurs aujourd'hui font un parallèle avec le régime Biden aux États-Unis, où on a la sensation que l'État profond place au pouvoir une personne quasi sénile pour pouvoir effectivement arranger ses petites affaires tranquillement, donne un texte à lire aux dirigeants. Certains diront que c'est un peu le syndrome Pétain aussi à certains moments, hein, c'est vrai, où on prend un dirigeant très âgé et finalement il sert un peu d'icône, et puis l'État profond, lui, peut faire ses petites affaires. C'était particulièrement ostensible à l'époque, à la fin de cette période-là, où notamment Tchernenko avait été une sorte de dirigeant véritablement de paille, avait été là pour occuper simplement le fauteuil au Kremlin. Bon. Sorti donc de cette époque un peu compliquée, là, le comité central se rend compte que c'est plus possible de continuer comme ça et que même au plan de l'image internationale, il faut faire quelque chose. Que les États-Unis maintenant ont pris de la puissance, que Ronald Reagan, notamment avec sa guerre des étoiles et donc son réarmement, devient à nouveau un compétiteur vraiment violent et tout à fait direct, que l'Angleterre elle-même avec Thatcher et une partie du monde occidental s'est quand même renforcée, qu'on est sorti de la période de léthargie un peu des années 70 et que là il y a un retour quand même à des régimes, disons, plus ambitieux en plan occidental. Et donc là, effectivement, la réponse de cela par le comité central, c'est Gorbatchev, qui est un leader beaucoup plus jeune que les autres, qui a une image beaucoup plus occidentale et qui, avant même sa prise de pouvoir, a commis des rapports, des enquêtes, des documents dans lesquels il est très critique vis-à-vis de la société soviétique et notamment sur le plan de l'agriculture, où il avait déjà été commissaire, je crois, à l'agriculture, et où il avait émis un diagnostic assez critique, même très sévère, du système et de l'économie soviétique. Bon. Et Gorbatchev arrive au pouvoir. Et là, Gorbatchev est encensé par les médias occidentaux. Il est accueilli en héros dans les pays d'Occident. Sa femme, Raïssa. Raïssa, effectivement, fait un peu la first lady presque à l'américaine, où on choisit également de la faire exister en termes d'image. Et ceci sera en réalité ravageur. Parce que, en gros, Gorbatchev, c'est ce qu'on retient aujourd'hui, sera un peu grisé par cela. Alors, il y a des propos un petit peu excessifs, je crois, et je ne veux encore une fois pas tomber dans un complotisme excessif de dire que Gorbatchev travaillait pour l'étranger, pas directement, je ne crois pas en tout cas, soyons raisonnables. Mais par contre, grisé par cela, il a été effectivement pris par cet élan occidentalisant, libéral, mondialisant, et ne s'est pas aperçu qu'il devenait malgré lui, et sans complot encore une fois, sans démarche, je crois, délibérée au départ, une sorte d'instrument. C'est la glasnost, c'est la perestroïka. Alors les choses vont se mettre en place. La glasnost, ça veut dire le dégel, c'est-à-dire que là, pour la transparence, pour Gorbatchev, donc cette transparence, cette glasnost, ça a été la liberté de la presse, on va y revenir. Et ça plaît à l'Occident. Ça a plu énormément. Puis la perestroïka, c'est l'ajustement, c'est-à-dire modifier notamment les politiques économiques et sociales pour libéraliser l'économie soviétique. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? En fait, je pense qu'il a tout fait un petit peu à l'envers, à mon sens, et il a fait un peu à l'envers de la société chinoise. La société chinoise, aujourd'hui, a libéralisé son économie largement, puisqu'aujourd'hui nous sommes inondés de produits manufacturés chinois qui sont devenus l'usine du monde et qui sont devenus un acteur, y compris dans le numérique, de domination mondiale. Mais par contre, sur le plan des valeurs, sur le plan de l'histoire, sur le plan de la rigueur, sur le plan de civilisation, ils sont restés très attachés au système communiste, et ils sont restés un régime fort et très vertical, considérant peut-être qu'à terme, ils verront, selon les évolutions de leur société, si la société peut accompagner l'enrichissement et l'évolution de l'industrialisation et de l'économie. Gorbatchev a fait tout l'inverse. Il s'est dépêché en fait de libéraliser les médias, de lâcher le verrou soviétique et le verrou du parti sur en fait l'opinion publique, mais sans finalement réformer massivement l'économie et en laissant les intérêts de chacun, en laissant les petites lâchetés, en laissant toutes les scléroses du système soviétique en place. Parce que ce sont des États-mondes, que ce soit la Chine et sa population, que ce soit l'immensité russe, il semble complètement impossible de vivre à l'occidental, de pouvoir à la fois libéraliser l'économie et les institutions sans tenir justement cette verticalité dont vous avez parlé tout à l'heure du pouvoir. On perd cette verticalité avec Gorbatchev. On la perd totalement parce que c'est une volonté délibérée.
Et alors là, l'ensemble des médias, y compris la Pravda, y compris Vremya, qui est le grand journal télévisé qui existe depuis les années 60 sur la première chaîne russe, en fait, se sont mis en fait à livrer une sorte de compétition à celui qui dénonçait le plus de choses. Et par exemple, on voyait, je n'exagère pas, un rat ou une souris se promener à proximité d'une usine alimentaire. Alors là, on faisait les titres sur nos usines alimentaires sont infestées de rats et de nuisibles, etc. Enfin, on arrive à une surenchère dans tous les sens, de critique du régime, de dénonciation de tout et de son contraire. Et le peuple soviétique a été, mais vraiment marqué par ça très profondément. C'est-à-dire que pendant 70 ans, on leur avait vendu un système vertueux, quasiment parfait, où tout était merveilleux et on allait vers un bonheur collectif commun. Là, d'un seul coup, on leur a mis sous les yeux un système où plus rien n'allait, où en réalité rien ne fonctionnait et où c'était la désillusion la plus totale. Si le premier système, qui était effectivement totalement fermé, n'était pas le reflet de la vérité, le deuxième ne le sera pas non plus, parce qu'on tombe dans un excès d'autocritique, on tombe dans un excès là parce que l'Occident est derrière, parce qu'on tombe dans une espèce de compétition, qu'on transforme finalement les Russes en un peuple qui devient victime de société de consommation alors même que son économie ne lui permet pas encore, et ça a été véritablement un premier effondrement de cela. Là, ça c'est la première étape de tout ça, et finalement Gorbatchev, dans un second temps, va lâcher finalement le verrou qu'il exerçait sur l'ensemble des pays satellites de l'Union soviétique, et le système va commencer à se disloquer sur l'ensemble du pacte de Varsovie, avec la RDA, avec le mur de Berlin, puis avec les pays baltes, et vous connaissez la suite. Et en fait, l'Union soviétique va finir par se disloquer sans qu'il y ait en fait aucune préparation de l'avenir. Alors quand je dis ça, c'est important parce qu'on arrive à la fois sur l'Ukraine et sur la situation d'aujourd'hui. Yeltsin va donc prendre le pouvoir, et de quelle façon en fait il va souhaiter, on va construire les choses de façon à ce que la Russie puisse avoir des élections internes en Russie, au mépris, je dirais, du chapeau soviétique. C'est-à-dire qu'en fait, la Russie va s'affirmer en tant que telle. Yeltsin va gagner donc la première élection et va devenir le leader de la Russie, mais en disant je refuse le chapeau soviétique. Oui, ça veut dire un État fédéré qui se sort de cette prison des peuples qu'était l'Union soviétique. Ce que moi j'avais vu plutôt d'un bon œil à l'époque. Ça devient beaucoup. En Occident, effectivement, on se disait, ce verrou soviétique, ce blocage du système communiste, finalement les pays s'émancipent du parti unique. Pour toute personne qui n'est pas communiste, c'était plutôt une bonne nouvelle en soi. Comme je le souhaiterais aujourd'hui de l'Union européenne, qui est devenue une nouvelle prison des peuples en Europe, selon moi. C'est vrai qu'à l'époque, on a eu l'impression d'aller vers plus de liberté. Oui. Sauf que tout a été fait dans des conditions un petit peu étonnantes, puisqu'en fait, Yeltsin s'est dépêché en fait, de s'approcher des leaders, des nationalistes de chacun des pays voisins qui souhaitaient eux aussi prendre leur envol et se libérer du joug soviétique. Et c'est comme ça, notamment, et on y arrive, que l'Ukraine, en fait, donc, a pris également son indépendance, a pris également son envol, donc fin 91, tout comme la Russie, sans qu'on anticipe en fait les conséquences, sans notamment qu'on règle la question de la Crimée, avec les bases navales notamment qui sont des bases navales russes, uniquement russes, avec du matériel russe, avec des crédits russes, avec du personnel russe. Si, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même dénucléarisé, et fort heureusement, quand on voit la situation aujourd'hui, l'Ukraine. C'est vrai. Et que la négociation, effectivement, a été que la Russie reprenne intégralement le siège de l'Ukraine donc aux Nations Unies pour effectivement permettre, en compensation de la prise en charge de la dette ukrainienne par la Russie. La Russie a totalement assumé la dette ukrainienne jusqu'en 1991. Du coup, on peut dire qu'elle a soldé la situation financière de l'Ukraine à l'époque, parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine est à nouveau dans une situation catastrophique, mais ça, c'est depuis qu'elle est libre, puisqu'il n'y a aucun passif, entre guillemets, au plan comptable en tout cas, de l'époque soviétique. Donc on ne règle pas la question du Donbass, l'est de l'Ukraine, parce que finalement, ça ne sert à rien. Ce qu'on veut, c'est faire tomber l'URSS, faire tomber Gorbatchev au plus vite. Donc le but, c'est d'exacerber les velléités d'indépendance de chacun, de prononcer l'indépendance, et quoi qu'il en coûte, peu importe, on ne règle pas les questions. On règle pas Odessa, on ne règle pas la Crimée, on ne règle pas le Donbass, on ne règle rien. Dans certains pays du pacte de Varsovie, comme l'ex-Yougoslavie, ça va se transformer en une poudrière 7-8 ans plus tard, et ça va être terrible.
D'autres pays comme la Tchécoslovaquie vont être coupés en deux, République tchèque et Slovaquie, ce qui ne posera pas de problème. Aujourd'hui, bizarrement, imaginer scinder l'Ukraine en deux semble totalement impossible. Ça n'a pas posé beaucoup de problèmes de couper le mouchoir de poche yougoslave en 6 ou de couper la Tchécoslovaquie en deux. Par contre, l'Ukraine, ça c'est pas possible, mais on y reviendra. Il y a évidemment d'autres raisons et qui dépassent de loin les intérêts du peuple, parce que le peuple, lui, c'est pas ce qu'il souhaite. Donc on arrive à ça, et arrivent donc les années Yeltsin. Et Yeltsin a cette phrase dès l'année de son prise de pouvoir. C'est un journaliste russe dont je n'ai pas le nom en tête qui lui dit « Monsieur Yeltsin, comment vous comptez aujourd'hui reprendre cet immense pays et comment vous comptez faire pour réorganiser finalement le gigantisme de nos territoires jusqu'au Kamtchatka et ailleurs ?» Et Yeltsin de répondre, c'est simple, ces potentats locaux, je vais les transformer en milliardaires. Et en fait, la phrase paraît comme ça libérale et amusante, mais elle est en réalité glaçante. Il crée l'oligarchie. Il crée l'oligarchie par ces quelques mots. Et il va laisser effectivement là tous les excès, toutes les mafias, tous les potentats locaux devenir des hyper-potentats. C'est là que se crée l'oligarchie, où des personnes récupèrent des entreprises publiques soviétiques à vil prix, voire des fois pour rien, s'approprient les ressources minières, les ressources en hydrocarbures, et qu'effectivement donc des oligarques arrivent et tiennent le pouvoir à la place du pouvoir. À partir de ce moment-là arrivent ce qu'on appelle les années de plomb. Alors vous avez des petites frappes comme Navalny et autres à Kirov et ailleurs, et puis vous avez de véritables potentats locaux qui s'installent, de véritables oligarques et de véritables fortunes qui ne respectent pas le pouvoir central de Moscou. Et à l'époque, donc là, la Russie entre dans une hyperinflation, alors je vais très très vite, plus de 1000% d'inflation. Et là, sur ces années-là, et dès la fin des années Gorbatchev, il y a quand même des scènes qu'il faut avoir en tête, de cadres, de femmes qui portent des talons et des tailleurs qui vont se nourrir sur des décharges publiques après le travail. Ce sont des choses qui existent. Ça, dont la population actuelle a gardé un souvenir douloureux. La population a gardé un souvenir terrible. Moi, des personnes aujourd'hui, sans faire de publicité, qui roulent avec des voitures allemandes, à plus de 100 000 euros dans les rues de Moscou. Je pense à une personne que je connais bien, je vais la citer, qui s'appelle Natalia, qui a 52 ans aujourd'hui, me dit, à l'époque de Gorbatchev et de Yeltsin, on n'avait plus de quoi se nourrir correctement. On allait des fois à la sortie du métro tricoter des trucs qu'on vendait pour arriver simplement à s'acheter à manger. C'est une réalité. Et cette personne aujourd'hui a une voiture de plus de 100 000 euros. À l'époque, voilà ce qu'elle a connu. Il y a eu en fait véritablement un effondrement du pays. Alors, sur le plan mondial, on le sait, Yeltsin ridiculise finalement la Russie. On a cette espèce de scène tarte à la crème qui circule encore sur Internet où Clinton est accompagné de Yeltsin qui se met à rigoler sans raison parce qu'on comprend qu'il est suralcoolisé. Enfin, vous connaissez la scène, etc. Yeltsin accepte que des sociétés occidentales viennent dépecer également des fleurons de l'économie soviétique et viennent récupérer les restes de ce qui existe de l'économie soviétique. C'est la ruée aussi vers le commerce dans les grandes agglomérations, notamment comme Moscou. Donc vraiment, l'URSS est vendue à la découpe pour pas cher par Yeltsin et ses proches, et la population se trouve dans une situation de tiers-mondisation accélérée dont on n'imagine pas encore. Quand je dis ces gens dont certains se nourrissent dans les charges publiques, vous n'imaginez pas le traumatisme qu'il y a eu dans ces années-là. Il n'y avait plus aucun espoir en l'avenir. La natalité était tombée à un niveau mais des plus bas et très très inquiétant. L'insécurité était à son plein. Il y avait des orphelinats fermés avec des enfants abandonnés, ça à la fin du système Gorbatchev, au début du système Yeltsin, sans aucune solution. On a eu des orphelinats fermés du jour au lendemain avec les enfants abandonnés comme ça. On a eu des situations folles. On a compté des choses vraiment, véritablement traumatisantes qu'on ne peut pas imaginer pour un peuple, pour une civilisation aussi évoluée que le peuple russe. C'est tout à fait invraisemblable. Ils ont connu ça, ils sont passés par ces traumas. Bon. Et finalement, donc, arrive Vladimir Poutine. Alors, on va là. Voilà. Alors, ça devait durer 5 minutes, votre rappel historique. On y fait quasiment toute l'émission. Moi, je prends à témoin les auditeurs. Bon. Alors, vraiment, sur la dernière partie, on va vite, parce que moi, j'ai d'autres questions à vous poser sur la Russie d'aujourd'hui. Donc, allez-y, amenez-nous le mythe du sauveur. Parce que c'est ça, en fait, que vous préparez. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine arrive. Il arrive un peu par hasard, entre guillemets, au départ, puisque donc il s'approche au fur et à mesure de Boris Yeltsin. Il est l'ami de l'ancien maire dont il a été le fondé de pouvoir, l'ancien maire de Saint-Pétersbourg. Et finalement, donc Vladimir Poutine devient Premier ministre, puis abdication, si j'ose dire, de Boris Yeltsin, donc
au tournant du millénaire, au 31 décembre 1999, et Vladimir Poutine, presque par intérim au départ, donc devient le patron du Kremlin, puis sera élu là par les urnes quelques temps plus tard. Pour Vladimir Poutine, il y a 3 choses à rétablir. D'abord, la fierté nationale, c'est-à-dire ne être totalement intransigeant sur les valeurs, sur l'histoire, y compris d'ailleurs sur l'importance de la religion pour le peuple. Deuxièmement, rétablir l'ordre au plus vite et mettre au pas ces oligarques et l'ensemble de ces potentats locaux qui, à la fin de Gorbatchev et sous Eltsine, avaient représenté un État dans l'État et un État contre l'État. Et troisièmement, effectivement, rétablir l'économie en regardant véritablement comment fonctionnaient les autres régimes et en faisant évoluer le régime russe vers une forme de libéralisme national, disons, et rétablir vraiment la puissance de la Russie, sachant que les premières années de Poutine ont été compliquées. Il était effectivement encore à assumer, évidemment, les conséquences des années, notamment Yeltsin. Par exemple, le naufrage du sous-marin Kursk arrivé, c'était déjà Vladimir Poutine qui était au pouvoir, par exemple. L'incendie de la tour Ostankino, qui est le plus grand émetteur de télévision-radio sur Moscou, plus de 600 mètres d'altitude, c'est 2 fois la tour Eiffel quasiment. C'est un symbole important dans Moscou, pas autant que la tour Eiffel à Paris, mais pas loin, d'autant que c'est ce qui permet d'avoir la télé, la radio, surtout avant les années Internet. Et cette tour s'est enflammée pour des questions de gabegie, de pas de mise aux normes, d'absence de suivi pendant les années Yeltsin. Et les soviétiques, les Russes, les moscovites ont été privés de radio et de télévision pendant plusieurs semaines. Bon, tout ça, ça a été des chocs pour la population. Imaginez les Parisiens sans radio, sans télé pendant longtemps, à l'époque où il n'y a pas Internet. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, Cyril Gaucher, c'est que la situation retrouve un état normal, mais que finalement, ce que fait Poutine, c'est assez proche de ce que vous avez dit tout à l'heure de la Chine. C'est-à-dire du Parti communiste, c'est-à-dire il y a un rétablissement, il rétablit l'autorité, il refait à l'endroit ce que vous avez reproché que Gorbatchev et Yeltsin après lui ont fait à l'envers, c'est ça ? Oui, il y a une phrase de Poutine qui résume pas mal les choses. Celui qui regrette l'Union soviétique n'a pas de tête, mais celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur. Ouais. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire rétablir effectivement le rayonnement, la fierté nationale, rétablir l'ordre, pas gouverner le plus grand pays du monde comme on gouverne un canton suisse en choisissant par votation assis sur des bancs la couleur des lampadaires et du mobilier urbain. Ça ne peut pas se décider tout à fait comme ça. Donc il choisit de rétablir cela et il choisit effectivement au plan international de dire nous sommes de retour. La Russie existe à nouveau, le monde ne sera plus bipolaire. Parce qu'entre-temps, émergence de la Chine, émergence de l'Inde, émergence d'autres puissances régionales. Mais par contre, la Russie insiste sur la multipolarité, c'est-à-dire sur le fait qu'aujourd'hui, les États-Unis, qui s'affaiblissent un petit peu au niveau de leur rayonnement, deviennent une des puissances dans ce que les Russes appellent maintenant la multipolarité, c'est-à-dire le fait qu'il devrait y avoir dans un monde parfait un échange d'égal à égal entre toutes les puissances. Alors, on ne va pas s'en aller vers les BRICS, je vous vois filer là, galopant, et on va revenir sur... je vais essayer de reprendre un peu la main sur cette émission. Oui. Cyril. Donc, dans cette dernière partie d'émission, j'aimerais que nous évoquions finalement la Russie d'aujourd'hui, ce que vous avez vu, ce que vous avez pu observer, par exemple à Moscou. En sociologie, ce que je voulais dire tout à l'heure avant cette longue mais très intéressante digression historique, c'est que, mais je peux me tromper, quand j'ai pu lire des analyses sur le sujet, c'est que j'ai retrouvé un peu une description en sociologie électorale politique de la Russie de Poutine assez proche finalement, même si les proportions ne sont pas du tout les mêmes, avec ce que Christophe Guy, lui, par exemple, peut dire de la société occidentale et de ce qui se passe en France, c'est-à-dire 2 blocs, pas 3, la France des villes, puis la France des champs, ou la France de l'urbain, et puis la France du suburbain. Et qu'il y a des habitudes électorales induites par une sociologie, une économie, une culture de plus en plus différentes, et une sorte de coupure au sein des États qu'on observe en Occident, mais dont n'est pas indemne la Russie. Et que, sociologiquement, mais vous allez me le dire parce que vous connaissez les chiffres bien mieux que moi, on ne vote pas du tout de la même façon à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans ensuite ce que vous avez décrit avec qui m'intéressait beaucoup, cette espèce d'immense zone HLM, donc un peu
les urbains, hein, d'un Christophe Guilluy, et puis après, vraiment, le monde rural, qui est important et avec énormément d'habitants et de gens qui votent aussi en Russie. Est-ce qu'on retrouve un petit peu en Russie et ça serait intéressant parce que ça voudrait dire que finalement le monde va quand même dans une certaine direction et ne se coupe pas nécessairement en blocs totalement qui ne vont pas du tout dans le même sens. Est-ce qu'on retrouve ça un petit peu aussi? Est-ce que finalement Poutine, le centriste, n'est pas confronté lui aussi à cet écartèlement sociologique qu'on constate en tout cas en Occident? Alors c'est sûr qu'au niveau du territoire, il y a un vrai clivage en Russie, Ouais. beaucoup plus important qu'en France. On a une densité ici de 100 habitants, plus de 100 habitants au kilomètre carré. En Russie, c'est moins de 10 fois moins. Qu'est-ce que je dis, 50 fois moins. Et entre la ruralité russe et les grandes villes russes, il y a effectivement une immense différence. Les villes russes sont grandes. J'évoquais Kirov tout à l'heure, qui est une ville dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. C'est une ville Vous avez raison. une ville de plus de 500 000 habitants tout de même. Hein. C'est presque 2 fois Dijon, 2 fois Nancy, 2 fois Clermont-Ferrand. Bon, c'est une très grande ville, personne ne la connaît, mais toutes les villes sont grandes. Yekaterinbourg, il y a plus d'1 million. Novosibirsk, il y a plus d'1 million. Les villes russes sont grandes. Pétersbourg, plus de 5 millions. Moscou est la plus grande ville d'Europe. Mais alors déjà, est-ce qu'on vote différemment à Moscou et Saint-Pétersbourg et dans ces autres villes? Alors globalement, ce qu'on peut considérer, c'est que le vote dans la ruralité russe est plus conservateur, Ouais. donc encore plus favorable à Vladimir Poutine que dans les grandes villes. Parce que moi, j'ai souvenance d'élections municipales il y a quelques années où Poutine n'était pas au mieux de sa forme électorale. Il y avait cette réforme des retraites, semble-t-il assez mal emmanchée, qui lui avait créé quelques soucis politiques. C'était avant l'entrée en guerre en Ukraine. C'est vrai, mais ça démontre aussi qu'il y a un débat qui est tout à fait actif, tout à fait dynamique en Russie et sur les médias russes. Et effectivement, le Kremlin, comme tous les régimes quand même démocratiques, sait jusqu'où il peut ne pas aller. C'est vrai. Je me souviens, moi, d'une émission, effectivement, où une dame retraitée prenait directement à partie Vladimir Poutine en lui expliquant que sa pension avait plutôt diminué en termes de pouvoir d'achat. Il y a véritablement un dialogue qu'on ne soupçonne pas en Occident, mais qui existe tout à fait. Donc, pour vous répondre, voilà, il y a quand même un vrai clivage entre ruralité et grande ville. Globalement, les habitants des grandes villes ont un vote plus libéral, plus sensible également à ce que disent les médias occidentaux et internationaux, parce que la population parle davantage les langues étrangères, parce qu'elle est davantage perméable. Il y a encore une voix de l'Amérique aujourd'hui, l'équivalent d'une voix de l'Amérique en Russie. Ils écoutent certains médias. Est-ce qu'ils écoutent CNN Alors, il y a de toute façon par Internet et les réseaux sociaux, bien évidemment, la langue anglaise étant largement diffusée partout et la population russe ayant plutôt un haut niveau de culture, notamment linguistique, les médias effectivement anglo-saxons ont une certaine pénétration parmi les habitants, ne serait-ce que par leur téléphone et par les applis et par les réseaux sociaux, hein, bien sûr. Après, au plan culturel, j'ouvre cette incise rapidement, il n'y a pas du tout d'hostilité des Russes vis-à-vis des cultures occidentales. Ça, c'est une parenthèse aussi, parce que je sais que le temps nous manquera, que je voulais dire, c'est qu'en France, il y a une véritable hostilité en Occident vis-à-vis des Russes. Je pense à cette professeure dans un collège de région parisienne qui me disait que les livres de littérature russe, par ordre du principal, avaient dû être mis dans des cartons et scotchés à double tour pour ne plus être proposés aux élèves parce qu'il fallait censurer ça. Alors, ça avait été une décision très locale, hein, c'est pas l'éducation nationale qui était allée jusque-là, mais on fait une espèce de folie anti-russe, une espèce de xénophobie incroyable en Occident contre les Russes. Russophobie. Une russophobie, y compris contre ces athlètes olympiques qu'on interdit même de participer aux Jeux Olympiques et sous leur drapeau. leur drapeau, voilà. Voilà, on est là dans une haine et dans une russophobie qui est invraisemblable. Les Russes ne nous renvoient pas l'appareil du tout. Les Russes ne nous renvoient pas l'appareil. Ils aiment toujours autant les Français. Ils nous apprécient toujours autant. Il y a quelques mois, j'étais à Moscou à une terrasse de café et je disais que j'étais originaire de la Bourgogne à l'origine parce qu'il y avait du crément de Bourgogne sur la carte de l'établissement. Et le serveur appelle le patron qui me demande mon passeport d'un air faussement KGBiste, mais en plaisantant avec un air faussement sérieux. Je lui explique la Côte d'Or, comment ça se représente sur un document administratif français et que je suis bien bourguignon. Et le type me dit je vous paye ma tournée, soyez le bienvenu, avec beaucoup d'humour et une grande hospitalité. Les Russes, si vous voulez, ont hérité de cette culture un peu soviétique, cette idée de l'époque, c'est ce qu'on disait à l'époque au peuple soviétique, que les peuples du monde étaient avec eux et que seuls certains dirigeants mondiaux
Biden, Macron, en l'occurrence aujourd'hui, sont contre eux, mais que les peuples, globalement, sont pour une union, sont pour une compréhension, etc. Ah ben c'est normal, c'est le communisme. C'est ce qu'on disait au peuple du soviétique. monde entier, unissez-vous. Mais oui, c'est évidemment. ce qu'on disait au peuple soviétique. C'est lumineux ce que vous dites, c'est Et vrai. ça reste encore aujourd'hui très prégnant dans la population russe qui vraiment aime bien les Américains, aime bien les Européens. Sur la bande FM moscovite ou à Saint-Pétersbourg, ou même d'ailleurs dans les campagnes, vous avez des réseaux qui diffusent ce qu'on appelle du top 40, pour employer un terme de notre jargon des médias, dont 70% sont des hits anglo-saxons. Rihanna et autres hits anglo-saxons aujourd'hui qui cartonnent, si j'ose dire, aux États-Unis, passent sur les FM moscovites, sont écoutés aujourd'hui. Vraiment, il n'y a pas du tout d'hostilité. Moi, je suis très étonné d'entendre aussi des artistes français encore sur la FM à Moscou aujourd'hui, alors même que les Français disent des horreurs sur le régime russe et les accusent quasiment de tuer leurs enfants. Et ces gens-là ils mangent les enfants au petit déjeuner. Voilà. On n'entretient plus les tombes des Russes en France. On en arrive à ce genre de mesures vexatoires. Et les Russes, eux, continuent de dévorer notre littérature, continuent d'écouter notre musique et d'aimer notre cinéma, ne nous renvoient pas l'appareil. Et ça, c'est aussi, je trouve, la preuve d'un haut niveau de civilisation. Et c'est pas arrivé jusqu'aux oreilles, justement, des peuples russes. Il n'y a pas quand même une forme de déception, en particulier quand on sait l'amour qu'ils peuvent avoir pour un pays comme la France? La déception est arrivée assez tôt, si on va sur le plan politique, en réalité. On peut considérer, il y a eu plusieurs étapes à cela, quand même l'hostilité de l'OTAN. Donc dès les années 2000, la Russie s'était approchée de l'OTAN, avait imaginé une espèce de coopération militaire élargie, qui se serait peut-être plus appelée l'OTAN d'ailleurs à l'époque, mais enfin bon, initialement l'OTAN, vous le savez, était la contrepartie au pacte de Varsovie. L'OTAN n'avait pas initialement à survivre après la mort du pacte de Varsovie, en théorie. Donc Poutine et le Kremlin avaient vraiment proposé un système de coopération militaire mondiale étendu. Et l'hostilité des Américains, notamment à ça, qui restait quand même dans une véritable dualité contre les Russes, avait beaucoup déçu déjà les Russes. Mais on peut dire que l'étape majeure, ça a été finalement 2014. Voilà. Ça a été vraiment les accords de Minsk sur l'Ukraine, qui étaient censés régler le problème, et où rapidement les Russes ont compris qu'en réalité les Occidentaux avaient fait signer des faux accords, des accords en fait en carton-pâte ou à l'encre sympathique, qui en fait n'avaient aucune valeur à terme, puisque l'objectif que Angela Merkel a reconnu ensuite des accords de Minsk n'était pas du tout de sceller l'avenir de l'Ukraine, mais était simplement d'organiser les conditions et la temporalité de façon à ce que l'Ukraine puisse se préparer éventuellement militairement à résister et à même attaquer éventuellement la Russie. En aucun cas, ça n'était de nature à construire la paix et à installer un avenir durable dans la région. Je pense que pour ça aussi, les Russes ont une véritable déception. Et puis de manière plus générale aussi, il y a une chose qui est à mesurer quand même, et ça c'est important, dans le paysage urbain en Russie. Dans la grande distribution, par exemple, les Français sont des acteurs très puissants. Oui. Dès les années 2000, Auchan. Tout à fait. Dès les années 2000, effectivement, même dès la fin des années 90, les Russes... D'ailleurs, en France, beaucoup de bien-pensants boycottent les produits de la marque Auchan parce qu'ils les soupçonnent de collaborer avec le monstre sanguinaire Poutine. Mais c'est là qu'on est dans un délire invraisemblable où les Russes, eux, continuent d'aller chez le roi Merlin ou chez Auchan sans discrimination, pour employer un mot aujourd'hui à la mode, sans faire d'amalgame, sans faire de jugement anti-occidental et anti-français, alors qu'effectivement il faut tomber sur quelques activistes en France qui eux vont réussir à trouver qu'il y a des difficultés avec Auchan. Bon, la réalité c'est que les plus grands centres commerciaux des périphéries de Moscou sont souvent donc animés par le triptyque Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, et que c'est véritablement les Français qui aujourd'hui sont des leaders de la distribution en Russie, ce qui occupe vraiment le paysage. Alors, il y a bien d'autres sociétés. Il y avait Renault qui avait 49% du capital de Lada Avtavaz. Il y a Électricien Legrand, enfin énormément de grandes sociétés. Et alors on a abandonné tout ça? Alors, pas tout. Renault, elle, effectivement, s'est dépêchée de faire plaisir à l'Élysée et effectivement d'abandonner ses participations, d'ailleurs dans des conditions financières désastreuses, alors avec un accord de retour éventuel. Mais enfin, alors là, nul ne peut dire aujourd'hui si les Russes accepteront un jour de rouvrir le capital et de laisser finalement Renault revenir dans le capital si la situation internationale venait à s'apaiser. Par contre, je dirais que les sanctions, elles sont à géométrie très variable. Quand même, ça, il faut le reconnaître. C'est plus subtil qu'il y paraît. Se sont fait harakiri ceux qui voulaient se faire harakiri.
Par exemple, Auchan n'a pas accepté et Auchan continue d'être très présent sur le marché russe sans difficulté parce que Auchan a choisi de résister. Vous aviez la Société Générale aussi? La Société Générale qui était le premier actionnaire de Rosbank, qui est une des principales banques russes, alors elle s'est retirée. Un des éléments dans le mépris, vous savez, Bruno Le Maire, notre champion du monde du ministre de l'économie et des finances, de Bercy, qui expliquait combien il allait mettre rapidement à genoux le pouvoir du Kremlin. Alors finalement, il a fait une répétition générale sur l'économie française et il a réussi à mettre une économie à genoux. Donc maintenant qu'il sait le faire, peut-être pourra-t-il l'appliquer à d'autres pays. C'est possible. En tout cas, il a réussi en France finalement. Comme quoi, voilà, bon, tout vient. Alors, oui, ça s'appelle une erreur de parallaxe. C'est-à-dire que le missile n'a pas atterri au bon endroit, d'évidence. Dans leur souverain mépris, s'ils pensaient justement qu'ils n'en feraient qu'une bouchée sur le plan économique et financier. Et c'était cela, ils n'avaient pas, et c'est pour ça d'ailleurs ils avaient armé, mais juste ce qu'il fallait, les Ukrainiens. Ils pensaient avoir une guerre courte parce qu'un effondrement économique, c'est toujours la logique anglo-saxonne. Ils disaient, mais finalement, le PIB de la Russie, c'est à peine le PIB de l'Espagne. C'est Obama d'ailleurs qui disait les Russes ne savent rien produire, etc. Obama avait été extrêmement méprisant. Donc, est-ce que vous qui êtes allé, puis parce que si vous avez, je le rappelle encore une fois, il est assez logique. Enfin, je sais pas, il y a du bon sens à chercher des experts. Et d'ailleurs, c'est une preuve de non-manipulation. Des experts occidentaux qui vont aller vérifier les élections. Si vous prenez un individu lambda qui ne sait pas parler russe, qui n'a jamais été en Russie, vous lui faites gober à peu près n'importe quoi. Donc ça paraît logique que ce soit des gens comme Cyril Gaucher, sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient russophiles, poutinophiles ou quoi. Vous savez que je me suis même accordé la liberté, avec ma petite délégation, d'aller visiter des bureaux de vote qui n'étaient pas prévus dans la liste initiale. On s'est permis de dire, tiens, on voit un bureau de vote ici, attendez. Et on disait au chauffeur de notre autobus, bougez pas, on va visiter ce bureau-là de façon totalement impromptue. On s'est accordé toutes les libertés et effectivement, quand on a quelques rudiments de la langue et qu'on connaît un petit peu la ville, avec les gens qui étaient autour, tout simplement. S'ils avaient voulu prendre des gens par la main et leur montrer des bureaux de vote Potemkin, si j'ose dire, il aurait fallu pas prendre des gens comme moi. Ça, c'est sûr, j'étais pas le meilleur sujet. Puis vous le voyez à mon tempérament, je suis quelqu'un qui a un propos relativement libre. J'étais vraiment pas le sujet manipulable par excellence. En tout cas, plus difficile à manipuler que d'autres, ça c'est certain. Et donc, qu'est-ce que vous avez à nous qu'est-ce que vous répondez à ceux qui expliquent que la Russie, c'est l'archaïsme à tous les niveaux, c'est encore les moujiks, les babouchkas. Une ville comme Moscou, par exemple. Je crois que moi, vraiment, j'ai envie de vous entendre là-dessus depuis le début de l'émission, puisque nous sommes en plein Jeux Olympiques. L'ensemble des caméras du monde entier sont braquées sur Paris, sur ses infrastructures, sur ses magnifiques métros, sur sa Seine dont l'eau est tellement pure et cristalline, sur ses rues, sur sa non-délinquance, sur tout ça qui va si bien, justement, on parlait de village Potemkin, justement. Et Moscou. Et pourtant, moi, j'ai ouï dire, mais vous allez peut-être me contredire, que finalement, Moscou, c'est une ville extraordinairement moderne, dont Paris, à plus d'un niveau et registre, devrait en souffrir de la comparaison. C'est un format de 3 heures qu'on aurait dû prévoir ensemble parce qu'il y a beaucoup à dire pour ça. Simplement d'abord un mot sur l'effondrement de l'économie annoncé d'abord. Ouais. On a eu en fait un premier signe que les Occidentaux n'ont pas su interpréter et là c'est assez grave quand même. Ça montre quand même notre incompétence assez globale en termes de macroéconomie. Il y a eu une crise économique majeure en 1998 qui a vraiment été un premier effondrement de l'économie russe dans les dernières années Yeltsin, qui ont d'ailleurs provoqué l'effondrement vraiment du régime de Yeltsin. Et en réalité, dès cette époque, alors même qu'on était encore sous le régime, encore une fois, plutôt instable de Boris Yeltsin, une fois sorti de cette crise monétaire et économique, cette première crise du rouble en 1998, dès l'année suivante, on a constaté une résilience très étonnante de l'économie russe, qui avait en fait augmenté pendant la crise sa production industrielle, qui avait augmenté en réalité ses chiffres de l'emploi et qui finalement avait sa consommation et son pouvoir d'achat qui à terme avait augmenté d'un coup mais immédiatement, dans les 7-8 mois qui avaient suivi cette crise monétaire et économique majeure russe.
Ça aurait dû en fait être un indicateur notamment pour Bruno Le Maire, s'il s'était intéressé un peu à l'économie de l'époque. L'économie russe a une résilience qui est gigantesque, qui est difficile à mesurer pour nous, parce que c'est le plus grand pays du monde. Et que face à des crises économiques, systématiquement, elle internalise encore plus de choses. Elle réinternalise des productions agricoles, des productions industrielles, des savoir-faire. Et en réalité, à chaque fois, elle utilise les crises économiques et éventuellement les sanctions. Elle profite de sa diversité pour se réarmer. Pour se réarmer. Ouais. Elle peut, se permettre de vivre en autarcie. Une véritable diversité, et pas la fausse diversité qu'on nous vend en Occident. C'est une véritable diversité, mais qui est due à plein de choses. À Vladivostok, vous avez les pieds dans la mer du Japon, alors qu'à Pétersbourg ou Moscou, vous êtes en pleine Europe. Quand vous êtes au bord de la mer Noire, vous êtes en climat méditerranéen, dans une ambiance de vignobles et de palmiers. Quand vous êtes à Norilsk ou à Krasnoyarsk, vous êtes dans une ambiance quasiment de cercle polaire. Enfin, le pays est gigantesque, et donc il y a vraiment cette résilience, cette capacité à faire face à tout. Dès 1999, on aurait dû tirer les leçons de l'incroyable rebond en moins d'un an de l'économie russe après sa première crise financière et monétaire. Ça, c'est la première chose. Et donc, les sanctions, et notamment les nouveaux trains de sanctions et la mort de l'économie russe prévue par Bruno Le Maire, étaient d'emblée nuls et non avenus, parce qu'on savait qu'au contraire, ils allaient en profiter. Aujourd'hui, on boit dans les restaurants russes, partout, du champagne de Crimée, ça fait déjà quelques années, des vins rouges de Krasnodar, qui s'approchent de plus en plus en qualité de nos vins de Bourgogne et de Bordeaux, qui les ont pas encore tout à fait atteints, mais qui s'en approchent de façon inquiétante. J'espère que le bourguignon que vous êtes, quand même, n'allez pas dire une chose pareille. J'en fais la comparaison, mais ceci dit, à rapport qualité-prix et avec les sanctions imposées par les Occidentaux, on peut comprendre effectivement les consommateurs russes. Donc tout ceci, voilà, c'est une première chose. Les sanctions, on pourra en parler longuement, n'ont pas eu d'impact, et ont eu même un impact inverse sur l'économie russe. Ça, on le sait bien. Il y a quelques pans de l'économie qui ont été impactés, mais on n'aura pas le temps. Sur la vie à Moscou, certaines photographies aujourd'hui de Moscou, et je m'en faisais la réflexion la dernière fois que j'y étais, c'est presque Dubaï. Vous avez des gratte-ciel modernes, vous avez des lumières dans tous les sens, vous avez une économie, une croissance, un niveau de la construction qui est invraisemblable, qui va à une vitesse inimaginable. Le métro de Moscou n'a cessé de se développer. Aujourd'hui, c'est le métro, le plus grand réseau d'Europe de métro, qui est le plus vaste, et la ville s'étend sur plus de 30 km de circonférence. La ville est gigantesque, le développement économique est immense. On en est quasiment au plein emploi. Il y a des gros bouchons aussi. Il y a des bouchons importants, malgré un réseau de transport en commun qui est assez rapide et qui est vraiment plutôt au point, je trouve. Moi, quand je suis à Moscou, je n'ai pas de voiture. Je me déplace seulement en transport en commun. Je ne suis pourtant pas un grand fan de transport collectif, mais là, pour le coup, j'avoue que c'est vraiment d'un usage facile et beaucoup plus confortable qu'à Paris. Beaucoup plus confortable. En tout cas, la vie à Moscou et le niveau de vie, le niveau de service est effectivement très très élevé. La ville est globalement propre. Il n'y a pas, comme vous le savez, d'incivilité. Je me souviens par exemple, alors le décor était amusant, je vous raconte l'anecdote, mais j'étais allé voir un ami en banlieue de Moscou, si on peut dire, dans des immeubles qui sont des grands ensembles type HLM soviétique, qui ressemblent un petit peu au décor qu'on a à Aubervilliers ou à la Courneuve, vous voyez. Et alors je quitte cet ami assez tard pour aller chercher les derniers métros et rentrer, et je croise notamment plusieurs femmes en mini-jupe qui rentrent de soirée entre collègues. On imagine la fille, je ne sais pas, cadre bancaire ou je ne sais pas, qui revient d'une fête entre collègues. On imagine ça à Saint-Denis. Et on la voit avec sa mini-jupe très courte dans ces allées mal éclairées, rejoindre son bâtiment dans ces immenses bars HLM quand même relativement sinistres. Ouais. Effectivement, on se projette, par exemple, pas seulement en Seine-Saint-Denis, mais dans n'importe quelle banlieue dijonnaise, nancéenne, stéphanoise ou lyonnaise, et on se dit que ce serait tout à fait impossible. Comme quoi, en plus, c'est pas le lieu, c'est pas le béton qui induit des comportements tels qu'on peut en avoir en France aujourd'hui. Et ça, parce que ce sont les mêmes lieux aussi déshumanisés et qui ne donnent pas du tout les mêmes résultats. Oui, parce que comme il n'y a pas eu, si vous voulez, cet effet de ghettoisation et cet effet de communautarisation de la société qui existe un petit peu quand même. Certaines banlieues, notamment le sud-est de Moscou, connaît un petit peu maintenant des difficultés avec des populations venues des fameux pays en ce temps. Ouais. Mais globalement, et donc difficulté d'intégration et absence un peu de dialogue, c'est vrai que la population et le Kremlin est très vigilant à ça. Ouais, on n'est pas dans une question purement religieuse, on est vraiment dans une question à la fois linguistique, culturelle, ethnique. Il faut vraiment faire attention à bien pouvoir conserver quand même ce dialogue entre les populations
population qui était vraiment le grand mot de l'Union soviétique à l'époque, un peuple de tous les pays, etc. Et les grandes fresques soviétiques d'ailleurs montrent des personnes de toute couleur de peau associées sur une même fresque parce que c'était important à l'époque. Donc il y a vraiment dans la société russe encore aujourd'hui ce dialogue qui existe. Et par exemple, chose très étonnante, je pense notamment à cette personne donc, qui a son Porsche Cayenne, par exemple, à 130 000 €, modèle GTS, qui va dans des banlieues type HLM soviétique voir des amis. Sans aucun problème, qui gare sa voiture en bas et qui monte dans les bâtiments, dans les cages d'escalier, dans les vieux ascenseurs soviétiques pour aller voir ses amis. Ça ne pose pas question en Union soviétique, enfin en Russie, pardon. Ça ne pose pas question. Vous pouvez être une personne de n'importe quelle origine, un avocat russe qui va voir un client dans une banlieue lointaine, va s'installer dans une cafétéria pour attendre son client tranquillement dans un quartier qui serait jugé comme un quartier, une zone de non-droit en France, et qui en Russie est un quartier qui ne pose pas de problème. Il y a cette mixité qui fonctionne encore parce que, au-delà de cela, il n'y a pas le communautarisme et il y a l'autorité. Donc ça induit vraiment une notion de tranquillité, de confort pour la population. Et les Français qui habitent Moscou me le disent souvent, on a retrouvé en Russie la France qu'on a perdue. C'est-à-dire qu'on a, paradoxalement, et pardon la pour France cette provocation, la France qu'on aimait. Mais comme on arrive à la fin de cette émission, je dirais quand même, ça va en choquer plus d'un, qu'il y a une sensation de liberté que moi-même j'ai quand je suis en Russie. Plus que lorsque vous êtes ici à Paris. Naturellement, puisque je vous le dis par contraste. Ah ouais. On a cette sensation de liberté, peut-être aussi liée aux grands espaces, mais également liée au fait qu'on se sent dans une totale sécurité, dans une liberté de fonctionnement, de circulation qui est totale. On ne sent pas en réalité les contraintes qu'on a en France et qui sont liées à toutes les difficultés qu'on connaît aujourd'hui dans nos sociétés occidentales et à tous les excès notamment d'insécurité. Je pense aux femmes pour qui la vie, notamment en Île-de-France, devient quand même très contrainte. On évite de sortir le soir quand la nuit va tomber, par exemple. Ce sont des choses qui n'existent pas dans la société russe, et les Français de Moscou qui reviennent à Paris quelques jours, quelques semaines, me disent on est revenu une semaine, on ne pourrait pas tenir une journée de plus, bien souvent. Quant au niveau de vie, pour faire très très court, alors là il y a vraiment un débat, ça se discute, mais pour beaucoup de Français, si on parle des agglos de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, beaucoup considèrent que les courbes de niveau de vie se sont croisées quelque part entre 2017 et 2020. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors qu'ils partaient de très bas, les Russes ont dépassé notre niveau de pouvoir d'achat, notamment en France, depuis, maintenant on peut dire... Dans les grandes villes, pas dans l'ensemble de la Russie. On est évidemment. On parle là des grandes villes, il y a un clivage qui préexiste et qui va exister encore longtemps. Ouais. Bon, on est dans ce livre journal qui s'achève de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie. Nous recevions Cyril Gaucher. On se demandait avec Cyril, en début d'émission, si on allait pouvoir tenir une heure et demie. Avec notre homme, on aurait pu faire 3 heures, à mon avis, sans aucune difficulté. Donc, c'est peut-être une façon de vous dire à très bientôt sur Radio Courtoisie et sur Géopolitique Profonde, mon cher Cyril. On a quelques autres sujets à explorer, notamment sur les BRICS, le Sud global et autres. Il y a un peu de géopolitique actuelle à faire. Rendez-vous est pris. Merci aussi à Virginie pour cette réalisation technique. Merci, chers auditeurs, de cette écoute, et à la semaine prochaine.